Salut. Je me baladais il y a quelques temps sur l'onglet Star dans Disney+. Vous savez, il y a le nouvel onglet dans Disney+, le truc Star, qui permet de voir du contenu adulte, enfin plus mature que ce qu'on trouve les dessins animés Disney sur Disney+, quoi. Et dans cet onglet, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis plein de films de leur boîte qui s'appelait Touchstone. Je crois que ça n'existe plus maintenant. En fait, cette boîte, c'était la boîte adulte de Disney, enfin pas de contenu X ou quoi que ce soit, je vous arrête tout de suite, mais quand je dis film adulte, c'est film un peu plus mature, un peu plus violent, du style Starship Troopers et le film dont on va parler. Du coup, je me baladais dedans et je suis tombé sur un film que je regardais énormément quand j'étais petit, mais dont j'avais pas vu la fin parce que ce film m'avait à l'époque légèrement traumatisé, mais on en parlera après tout ça. Et du coup, je l'ai re-regardé. Et du coup, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est Le 13e guerrier. On va parler du 13e guerrier. Alors, ce film, je trouve dommage que. Je vais en parler tout de suite, mais je trouve dommage je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Il a fait un énorme flop aux États-Unis, malheureusement. Il a eu un assez bon succès en France. Mais si la plupart du temps, si les films font des flops aux États-Unis, bah, ils disparaissent, entre guillemets. Et du coup, Le 13e guerrier fait partie de ces films qui ont un développement chaotique, dont on parlera après, qui a fait un flop, malheureusement, et alors qu'il est très bien, et jusqu'à ce qu'il soit sur l'onglet Star de Disney+, en DVD, il est très très dur à trouver, malheureusement, mais c'est un vieux DVD, il est très dur à trouver. Et à la base, Le 13e guerrier, c'est un livre, lui aussi très dur à trouver, écrit par Michael Crichton. Et d'ailleurs, Michael Crichton, je vous conseille, j'en ai lu que deux, mais je vous conseille cet auteur-là parce que j'ai lu que celui-là, le 13e guerrier, qui est connu sous deux autres titres, donc qui est paru sous deux autres titres que le 13e guerrier, parce que le 13e guerrier, en fait, c'est le nom du film, il a été réadapté comme ça, mais à la base, le livre est un roman qui s'appelle Les Mangeurs de Morts. Je crois qu'il y a une nouvelle version qui s'appelle Les Royaumes de Rosgard, mais je suis pas sûr du tout. Mais je sais qu'il existe en tout cas sous deux titres, peut-être trois. Pour le troisième, je sais pas. Mais du coup, le 13e guerrier, le film adapte le livre de façon plus ou moins librement. Donc je vais vous le résumer d'abord. Ensuite, je vous expliquerai son développement chaotique et puis je vous parlerai un peu de pourquoi il m'a traumatisé, entre guillemets, enfin ce que j'entends par traumatisé, entre guillemets. Ça part d'une histoire vraie à la base, où en fait au 7e siècle, 7e, 8 non, 12, enfin au Moyen-Âge, on va dire, je sais plus du tout quel siècle c'est. Au Moyen-Âge, il y a un arabe qui, lors de ses voyages à travers enfin à travers le monde connu de l'époque, est tombé sur des vikings et a voyagé avec ces vikings. Et en fait, le film, le livre, du coup, surtout le livre, prend dans les écrits de cet arabe, c'est Ahmed Ibn Faldan, je le dis sûrement super mal, hein, donc je vais l'appeler l'arabe, ça ira plus vite, hein, pas de racisme ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai pas envie d'écorcher le nom, donc je vais l'appeler l'arabe, ça ira plus vite, même dans le film il l'appelle l'arabe de toute façon. Et donc du coup, en fait, dans ses écrits, il y a un trou sur ce qui s'est passé quand il était avec les vikings. Et donc du coup, le livre va inventer une histoire sur ce qui aurait pu se passer avec les Vikings. Et le film vient s'inscrire comme le livre à ce moment-là en fait. Le début c'est fidèle, jusqu'à sa rencontre avec les Vikings c'est fidèle, et ensuite c'est plus du tout historique, c'est juste de la fiction. Et donc du coup, ce film, donc du coup ça raconte l'histoire de l'arabe comme j'ai dit, qui rencontre des Vikings et qui les suit, qui arrive au moment d'un bûcher funéraire chez eux. Et donc du coup, le bûcher funéraire se passe, il reste avec eux pour la cérémonie, comme ça ils voient à quoi ressemble une cérémonie d'enterrement viking. D'ailleurs, assez bien retranscrite comparé à tous les écrits qu'on a. On en a très peu, mais comparé à tous les écrits qu'on a, la cérémonie funéraire viking est très bien retranscrite. Mais ça, c'est grâce à Michael Crichton qui fait énormément de travail de recherche quand il écrit des livres. Mais on en parlera dans la partie où je parlerai du développement du film, parce que ça a été un vrai bordel. Donc du coup, il participe à un rite funéraire, et le lendemain de la fête et du rite funéraire, un Drakkar arrive d'un autre royaume, et donc du coup, d'un autre royaume nordique. Et donc du coup, dans ce Drakkar,
est un prince est le fils du roi de ce royaume-là, qui vient chercher l'aide de Bolvaï, le nouveau seigneur de la troupe, de la compagnie qui a enterré son ancien roi. Et il lui demande de l'aide pour combattre ce qu'ils appellent des Wendels. En gros, ce sont des créatures du brouillard. Je peux pas trop développer pour l'instant parce que je vais l'expliquer en continuant l'histoire. Donc en fait, ce sont des créatures du brouillard. Et pour les combattre, ils ont besoin de 13 guerriers. 12 vikings et le 13e doit être un étranger. Et, coup de bol, le dit étranger, enfin l'arabe est l'étranger. Donc du coup, il se retrouve embarqué dans une histoire qui ne le concerne pas, entre guillemets. Enfin, dont il ne connaît rien du tout. À la base, il connaît pas le langage viking, tout ça, il connaît pas le langage scandinave, rien du tout. Donc il se retrouve embarqué dans tout ça. Il sait même pas se battre. Donc il se retrouve embarqué dans tout ça. Donc le film se passe, la première partie, jusqu'à ce qu'ils arrivent au royaume du roi Rosgar. Ça doit durer une petite demi-heure si je me trompe pas. En fait, il y a une énorme partie où on va le voir apprendre la langue par différentes coupes. Parce que le réalisateur John McTiernan aime bien faire ce genre de coupe où en fait, plus le temps va passer, on va voir des bribes de dialogue où en fait, plus les coupes vont se faire, plus les plans vont se passer. Et en fait, plus il va comprendre le langage jusqu'à le maîtriser complètement et le parler comme s'il le parlait normalement. Mais pour que ce soit facile pour tout le monde, il parle en anglais après ça. Et donc, après, ils arrivent au royaume de Rosgar, où ils vont avoir 4 confrontations avec les Wendels. La première se passe dès la première nuit. En fait, les Wendels sont des créatures du brouillard, comme je l'ai dit, et ils arrivent avec le brouillard. En fait, je suis obligé de vous dire tout de suite ce que c'est les Wendels pour pouvoir continuer. Ce sont des hommes préhistoriques. En fait, c'est là que ça dérive complètement. Parce que cette partie du principe qu'il y a une théorie qui disait que des hommes préhistoriques auraient pu survivre. Et donc du coup, ils seraient devenus les Wendels, les créatures de la brume, parce que les Vikings avaient peur du brouillard, parce que c'était des navigateurs, et le brouillard ça fait peur aux navigateurs. Et donc du coup, le Michael Crichton s'est inspiré de ça pour son livre. Qu'est-ce qui se serait passé si des hommes préhistoriques avaient survécu et ils ont compris que le brouillard faisait peur aux Vikings, alors utilisaient cette croyance pour les attaquer. Et donc du coup, les Wendels sont des hommes préhistoriques qui se nourrissent de chair humaine, de la chair humaine des Vikings. Ils massacrent les villages, récupèrent les gens, les mangent, logique. Et pour ça, ils sont habillés ils ont des peaux d'ours et tout pour se camoufler en ours. Et je vois pas trop comment raconter ce film parce qu'en fait c'est juste une sorte d'enquête pour découvrir ce que sont les Wendels. Ensuite il y a la chasse aux Wendels quand ils savent que ce sont des hommes qui se déguisent en ours, qui se prennent pour des ours. Donc du coup ils vont dans la caverne où ils tuent la mère des Wendels. En fait c'est une société matriarcale et en fait ils tuent la chef des Wendels. Et voilà, ils tuent la chef des Wendels et ensuite ils tuent le chef des Wendels dans une dernière confrontation avec un discours, enfin c'est pas vraiment un discours, en fait c'est le même discours funéraire qui a été dit au début du film, mais avec la musique de Jerry Goldsmith, que je ne peux malheureusement pas vous mettre en bruit de fond parce que droit d'auteur, ça rend le truc encore plus épique honnêtement. Et pour moi c'est au même niveau que le discours d'Aragorn dans le Retour du Roi, donc c'est pour vous dire. Et donc ils affrontent le chef des Wendels, le gagnent, le battent. Bolvaï meurt dans le combat, malheureusement. Et donc, ce film, je sais que mes résumés sont toujours extrêmement foireux parce que je sais jamais comment bien résumer les films, mais pourquoi j'aime ce film? Alors, pourquoi j'aime ce film? Parce que j'adore les Vikings, la musique, elle est excellente. Antonio Banderas, qui joue l'arabe, est un excellent acteur, un acteur que j'adore. Il y a très peu de têtes connues, à part Antonio Banderas et un autre qui a joué dans un épisode de Doctor Who. Mais voilà quoi, sinon c'est pas très de têtes connues. Il est pas très long, il passe extrêmement vite, il dure à peine 1h30, il passe extrêmement vite. Il y a des images magnifiques, mais ça c'est dû à McTiernan qui a aussi réalisé Predator, dont on parlera un jour parce que Predator aussi j'adore.
Du coup, voilà pourquoi j'aime. Et là, on va parler un peu de réalisation de film. On n'en a pas énormément parlé dans les différentes chroniques, mais ce film-là, faudrait en parler de sa réalisation, parce que c'est un sacré bordel. Et quand je dis que c'est un sacré bordel, c'est vraiment, vraiment quelque chose de chaotique. Alors, faut savoir que Michael Crichton fait partie de cette catégorie d'auteurs qui sont très... comment dire ça poliment? Quand on lit les interviews où il parle, où on parle de sa collaboration avec les gens quand il les adapte leurs livres, c'est un connard. Il veut garder la main mise, il aime pas qu'on modifie les trucs. Et donc du coup, il a, avec l'accord de Disney, parce que Disney, par sa branche Touchstone, a produit le 13e guerrier. Donc du coup, grâce à l'accord de Disney, il a réussi à interférer dans les choix de McTiernan. Après, McTiernan, à ce moment-là, avait aussi des problèmes judiciaires, mais ça, c'est pas du tout par rapport au film. Et donc du coup, le film, il y a eu deux réals en même temps. Il y avait McTiernan qui faisait sa version d'un côté, et Crichton, l'auteur de livre, qui faisait sa version d'un autre. Alors, ça posait problème parce que du coup, les acteurs, des fois, devaient aller d'une scène à l'autre pour tourner... différentes scènes, et je sais que, parce que je vous en parle en profane là, parce que je m'y connais pas vraiment, pour ça je vous conseille la vidéo du ciné-club de Monsieur Bobine dessus. C'est en deux parties, je la mettrai en description. Allez la voir, elle est vachement bien, et d'ailleurs cette chaîne de ciné, j'adore, donc franchement allez la suivre, c'est une très bonne chaîne de ciné, qui fait des analyses bien plus poussées que moi, parce que moi vraiment je suis un noob, je suis un profane, tout ce que vous voulez. Donc du coup, la réal du film, il y avait deux réals en même temps, McTiernan et Crichton, sauf que bah ils avaient divergences créatives. Genre par exemple, il y a un personnage qui n'est pas du tout présent dans le livre, que McTiernan ne voulait pas, que c'est Crichton qui ne l'avait pas mis dans le livre et qui a voulu le rajouter dans le film. Et le problème, c'est que vu que c'est Crichton qui a eu le montage final, bah maintenant que je sais qu'à la base c'est pas censé être dans le film, ça se voit, ça je le sais que ça se voit que en fait c'est le chef, il a voulu rajouter par rapport à ce qu'il avait écrit le chef des Wendolls. En fait c'est un Wendolls classique, sauf qu'il a des cornes en plus de sa peau d'ours, il a des cornes. Et donc du coup, Crichton a voulu rajouter ça dans son film. Sauf que bah vu que c'est lui qui a eu le montage final, mais que quand t'es écrivain, t'es pas forcément très bon monteur ou quoi que ce soit, bah malheureusement ça se voit. Parce que il y a deux scènes en particulier où ça se voit énormément. La première c'est quand en fait au début du film, ils arrivent dans une cabane en plein milieu de la forêt où ils trouvent tous les occupants massacrés. Genre, il n'y a plus les têtes, les cadavres, ils sont découpés en morceaux et tout. Ça fait partie des choses qui m'ont traumatisé quand j'étais gamin. Je regardais ce film, j'avais genre 4 ans, 5 ans, donc ça m'a un peu traumatisé quand j'étais gamin, mais maintenant, j'adore ce film. Et donc, du coup, ils arrivent dans cette baraque où il y a les cadavres et tout, et ils sortent de la maison, ils discutent, et on a un plan qui sort de nulle part, où en fait, on voit là, il y a un arbre, et en fait, on voit le chef des Wendolls, et à la base, en fait, on sait que dans le montage classique, il n'était pas censé y avoir ce plan, donc ça aurait gardé un peu le mystère sur est-ce que les Wendolls sont des hommes, est-ce que les Wendolls sont des créatures un peu mystiques. Parce qu'en fait, quand ils voient leurs traces, ils voient des traces de pattes d'ours. Donc on peut se demander, et en fait, sur ce plan, on voit une tête de Wendolls qui sort de l'arbre, et le problème c'est que ça zoome sur des yeux humains. Enfin, au début on voit la tête d'ours, puis ensuite ça fait un dézoom pour que la tête d'ours soit floue, et puis ça zoome sur les yeux humains du truc. Donc du coup ça spoil un peu sur la nature des Wendolls, malheureusement. Mais c'est ce genre de montage un peu... Ah, tu sens que bah, c'est pas un monteur, donc il a eu le montage final, mais tu sens que... Bah en fait c'est comme... c'est un film un peu bâtard quoi, parce qu'on sent qu'il y a ces deux salles, deux ambiances, il y a des erreurs de montage de ce type là, enfin des trucs de montage, on sent que c'est pas du tout... il sait pas sur quel pied danser ce film. On aurait pu avoir un film vraiment dans la pure lignée de Predator, avec la créature qui n'est dévoilée qu'à partir de la moitié du film, où là, la moitié, voire la fin du film, voire les trois quarts du film, où là, ça aurait été vraiment impactant. Et à la place de ça, on n'a pas un film décevant, hein. Ce film est vraiment bon. Mais, c'est plus fouillis. Parce que
on voit la créature plus tôt, alors que d'un côté, la version McTiernan, enfin les scènes de McTiernan ne veulent pas forcément la montrer. Enfin, c'est compliqué. Mais vraiment, si vous pouvez le regarder, parce que maintenant il est sur Disney+, donc c'est plus facile à le regarder que le choper en DVD, que je répète, c'est un DVD extrêmement dur à avoir. Franchement, allez le voir parce que sur Disney+, allez le voir sur Disney+, parce qu'il est vraiment, vraiment bon. Je voulais rajouter, ce film, prouesse technique avec ce film, c'est qu'il a été tourné qu'en lumière naturelle. Quand on dit qu'on tourne en lumière naturelle, bah c'est comme moi je tourne là en fait. Mais par contre du coup, il faut des caméras faites exprès avec une pellicule faite exprès pour tourner justement en lumière naturelle. Surtout que beaucoup de scènes se passent de nuit. Et il y a un gros pan du film qui se passe dans une caverne éclairée aux torches, avec juste des torches. Et le problème c'est que tourner en lumière naturelle dans ce genre de lieu, bah tu vois pas forcément, pour avoir déjà fait l'expérience d'être dehors au coin d'un feu ou juste avec une flamme, faites l'expérience, vous allez voir, vous voyez pas très très loin. Donc tourner comme ça, je crois qu'ils ont dû saturer l'image à fond et avoir une pellicule spéciale pour qu'elle s'adapte bien à l'obscurité. Et donc du coup c'est aussi une prouesse ce film parce que du coup il a été tourné en lumière naturelle, c'est génial. Les scènes qui m'ont traumatisé dans ce film, il y en a surtout deux au début du film qui faisaient qu'en fait je m'arrêtais juste avant. En fait je m'arrêtais souvent après ces scènes là parce que pour moi c'était trop. Bah il y a la scène que je vous ai dit là, la scène dans la ferme où on retrouve tous les cadavres, et il y a la première attaque. Où en fait c'est pas la première attaque en soi qui n'est pas si stressante que ça, à part le fait que bah, c'est un combat quoi. Il y a juste une image où en fait on a un Wendell qui attrape un des guerriers par la tête, qui tire, donc du coup qui lui arrache la tête. D'ailleurs arracher la tête de quelqu'un à une main, faut vraiment beaucoup de force. Et donc du coup qui lui arrache la tête et on voit bien le geyser de sang. Et je me souviens que moi quand j'étais gamin, ça m'avait un peu traumatisé. Mais enfin bref, voilà, quoi, j'étais petit, j'avais 3-4 ans. Et ce film, je ne l'ai vu que très très récemment en entier. Enfin, c'est-à-dire, quand je dis très récemment, c'est-à-dire il y a allez, 3 ans maintenant. Il y a 3 ans, 4 ans, je l'ai vu en entier. Parce que je l'avais jamais vu en entier. Ça fait partie des films comme ça que je voyais beaucoup. Mais que certaines scènes, je ne l'avais quasiment jamais vu en entier. Donc du coup, dernièrement, je l'ai vu en entier. Dans la magnifique version Blu-ray que mon grand-père a, qu'on a trouvé qu'une seule fois malheureusement. Mais en Blu-ray, il vaut le coup. En DVD, il vaut le coup. Et donc du coup, si vous pouvez aller le voir, il est sur Disney+. Faites gaffe. On n'a pas, c'est pas les bonnes voix françaises. C'est la seule version française qu'on ait, c'est la version québécoise. Et pour avoir regardé la vraie, enfin la bonne VF, la version, vécu, donc version québécoise, et la version anglaise, je resterai pour ce film un pro de la VF. Puisque j'ai grandi avec la VF de ce film, donc je resterai pour ce film un pro de la VF. Mais la VO est bonne. La version québécoise, comme toutes les versions québécoises, ignoble. Mais après, c'est au goût de chacun. Moi, c'est mon goût. Voilà. Pour moi, ça fait partie des films. Du coup, voilà, c'était vidéo sur 13e guerrier. Pour moi, ça fait partie des films qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. Films que j'adore, mais qui malheureusement n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. Mais après, c'est mes goûts. Hein. Faudrait que je vous parle, c'est le jour de mes goûts niveau nanar. Il y en a un ou deux que je pourrais vous parler. Ça pourrait être sympa. Mais on verra ça plus tard. Voilà, c'était Karine. Comme d'habitude, hein, vous likez la vidéo, vous vous abonnez, vous pouvez la partager. Comme d'hab, si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas à donner des idées de films encore une fois. Enfin, je passe mon temps à le demander parce que j'ai pas toujours des idées de films. J'en ai beaucoup en tête, mais des fois c'est bien. Enfin, si vous me donniez des idées de films comme ça que je puisse vous parler. Mais vu que je fais pas de streaming, mettez-moi la plateforme sur laquelle il est, vu que je les ai toutes. Voilà quoi, c'était Kyle, allez, à la prochaine.